votre journal télévisé de l'agriculture avec BASF Agro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal télévisé de l'agriculture. Bonjour Élise. Bonjour François, bonjour à tous. On revient dans ce journal sur l'opération séduction de Nicolas Sarkozy, une visite à la ferme pour reconquérir des agriculteurs désabusés. Reportage dans quelques instants. On vous parlera également dans cette édition de la sortie au cinéma du dernier film de Colin Serrault, un documentaire militant qui s'en prend aux multinationales de la semence. Et puis, vous le verrez en fin de journal, on cultive désormais des microalgues à la ferme. Nous recevons Philippe Lefebvre, journaliste sur France Inter. Bonjour. Bonjour. Vous revenez d'Haïti et avec vous, on fera le point sur la situation dans le pays 3 mois après le tremblement de terre. Opération reconquête pour Nicolas Sarkozy. Le président s'est rendu dans une exploitation de l'Essonne et a tenu une table ronde sur les dossiers chauds du moment. Une matinée à la ferme dont l'objectif était clair, montrer tout son intérêt, sa passion même, selon ses propres termes, pour la chose agricole et s'afficher comme le premier défenseur des exploitants. L'occasion de se pencher notamment sur les relations entre distributeurs et agriculteurs, un sujet des plus douloureux pour les exploitants. Explication. Dans les réunions où se dessinent les contours d'une politique, certains endossent parfois le rôle du méchant de service. Tout à sa stratégie de reconquête de l'électorat agricole, Nicolas Sarkozy a trouvé dans le hangar froid où se tenait la table ronde sur le secteur un coupable idéal, la grande distribution. On ne va pas se retrouver à mettre le gouvernement en situation de choisir, soit j'aide le producteur pour pénaliser le consommateur. Et à l'intérieur, le distributeur, il fait pas vu, pas pris. Non, chacun fait un effort. Un effort, c'est précisément la conclusion d'accords de modération de marge sur les productions agricoles. En cas contraire, le chef de l'État a annoncé que les distributeurs seraient taxés. De quoi satisfaire sur ce point précis des exploitants excédés. Ce qui n'est plus possible, c'est le racket dont on fait l'objet sur nos factures. Dire qu'aujourd'hui, il faut donner à la distribution entre 3 et 5% de notre chiffre d'affaires, tout simplement pour qu'elle exerce son propre métier de centrale d'achat. Et ça devient insupportable. Alors, du côté des distributeurs, bien sûr, on se dit incompris. Pour leur porte-parole, des efforts sont faits et ne sont pas reconnus. On achète les produits français, on est en contact au quotidien avec les interprofessions pour trouver les bonnes solutions. Donc il faut bien se rendre compte de la solidarité qui en permanence nous anime. Donc c'est vrai que c'est pas avec une taxe sur la consommation qu'on réglera ces questions. L'évolution des relations entre distributeurs et producteurs constitue l'un des grands enjeux de la future loi de modernisation agricole. Les exploitants se lancent actuellement dans un intense travail de lobbying sur le terrain. Une valorisation des approvisionnements en produits français est notamment demandée aux élus. Sur le terrain, c'est aussi eux qui sont décideurs, par exemple dans les collectivités territoriales, sur l'achat des fruits et légumes à mettre dans les cantines. On parle beaucoup de 20% de bio dans les cantines, on ne parle pas de X% de production locale dans les cantines. Les agriculteurs veulent croire que la loi de modernisation agricole leur offrira un meilleur rapport de force avec les centrales d'achat. La détermination affichée par Nicolas Sarkozy les y incite, mais hors des hangars agricoles, la grande distribution constitue également un lobby de poids. Nul doute qu'elle aussi saura faire entendre sa voix auprès des élus dans les semaines qui viennent. Et pour être tout à fait complet, sachez que la loi de modernisation agricole sera présentée en urgence au Sénat le 18 mai prochain. Solution locale pour un désordre global, c'est le nouveau film de Colin Serrault qui vient de sortir dans les salles. Un documentaire résolument militant né de ses voyages au Maroc, en Inde ou encore au Brésil. La réalisatrice a choisi de donner la parole à des paysans engagés. À travers leur projet, ils se veulent les défenseurs d'une agriculture moins intensive et plus respectueuse de l'environnement. Reportage. And today we are facing one of the biggest suicide rate in the world. C'est seule, caméra au point, que Colin Serrault a parcouru le monde entier pendant près de 3 ans. Elle a recueilli les témoignages d'économistes, de philosophes et de paysans. Tous défendent de nouveaux systèmes de production. Ces amoureux de la terre expérimentent des solutions pour développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement, loin des pratiques intensives qui appauvrissent la terre et qui font disparaître les paysans. C'est en tout cas le point de vue de ce pionnier de l'agriculture biologique présent dans le documentaire de Colin Serrault. À l'heure où nous parlons, il y en a encore une toutes les 20 minutes, une exploitation toutes les 20 minutes qui disparaît. Pendant 40 ans, ça a été une tous les quarts d'heure. À l'échelle de l'Europe, c'est une toutes les 2 minutes. Ça vous montre bien que ce n'est pas possible de continuer à avoir 3 bouches de plus à nourrir à chaque seconde sur la planète et en même temps de voir disparaître
pas seulement sous nos latitudes, mais ce qui caractérise aussi les pays en développement, c'est que ceux qui crèvent le plus de faim, ce sont précisément les paysans qui sont chargés de nourrir les autres. Donc ça devrait nous interpeller. Les responsables de cette hémorragie silencieuse, ce sont pour Colline Serrault et ses intervenants les industriels et les semenciers. Ce sont eux qui détiennent les semences et les variétés. Et pour la réalisatrice, les paysans sont les victimes d'un système productif qui les appauvrit et les prive de la diversité et de la richesse du vivant. Je respecte les agriculteurs, c'est le sel de la terre, c'est eux qui nous ont nourris, c'est eux qui connaissent les techniques, c'est eux qui se lèvent le matin, qui travaillent 12 heures par jour, qui ne gagnent pas un rond, qui se font encore taper dessus par toute la société civile, qui sont piégés par la chimie. Et à part quelques gros agriculteurs qui sont vraiment des spoliateurs, la masse de la paysannerie a été totalement piégée par ce système. Ils ne peuvent même pas, même s'ils le veulent, cultiver des semences qui ne soient pas homologuées. Ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de... Donc ça, alors là, moi, je les respecte, non seulement je les respecte, mais c'est eux qui nous sauveront. Si la réalisatrice donne longuement la parole au fondateur de Cocopelli, association qui milite pour la sauvegarde de semences anciennes, en revanche, à aucun moment, elle n'interroge la partie adverse, un choix qu'elle assume. Ils ouvrent tout le temps la bouche. Qui est-ce qui ouvre la bouche ailleurs? Personne. Il n'y a qu'eux qui parlent à la télévision, à la radio, et dans les supermarchés et partout. Il n'y a qu'eux qui parlent, qui disent « mais nous, on a nourri le monde ». N'importe quoi, ils n'ont pas nourri le monde, ils l'ont affamé. Il y a 1 milliard de gens qui meurent de faim. Ils mentent. Et j'ai pas envie de leur donner même pas un espace, rien. Alors justement, la partie adverse, l'interprofession des semences, déplore les contre-vérités de ce documentaire à charge. C'est notamment le cas du catalogue qui gère la vente de semences. Cocopelli dit, enfin Dominique Guillet dit, il n'y a pas de possibilité de vendre des variétés anciennes. C'est inexact. Il y a un catalogue avec plus de 300 variétés anciennes de légumes depuis 1997. Et rajoutons une chose, c'est que en dehors de cette possibilité de vendre ces 300 variétés anciennes, et d'ailleurs Philippe Desbrosses de la ferme de Sainte-Marthe qui est dans le film vend des variétés anciennes qu'il a inscrites dans cette liste. En dehors de ça, vous pouvez toujours cultiver pour vous ce que vous voulez. Au final, ce documentaire se veut avant tout militant. Il a le mérite de donner des pistes pour répondre aux défis écologiques et alimentaires, mais il manque trop souvent de recul et ne délivre aux spectateurs qu'une vision partielle de la réalité. La spiruline, drôle de nom pour un drôle de végétal. La spiruline, eh bien, c'est en fait une microalgue destinée à l'alimentation. Un agriculteur de l'Aude, Mathieu Bellès, s'est lancé dans sa culture, un projet original pour lequel il a été récompensé par l'UNESCO. Alors, comment cultive-t-on cette algue? À quoi ressemble une telle exploitation? Reportage de notre envoyée spéciale Lise Monteillet. Au milieu des vignes, les serres de Mathieu Bellès rompent avec le paysage ambiant. On y cultive de la spiruline, une algue destinée à l'alimentation. Consommée depuis les Aztèques, elle est un peu la reine des aliments car elle contient en quantité record vitamines, oligo-éléments, protéines, fer, bêta-carotène ou chlorophylle. C'est une bactérie, donc ça fait dans une goutte d'eau, vous avez des centaines de petits ressorts verts qui se baladent en fait, qui sont derrière moi dans les bassins, qui sont oxygénés grâce à la roue que vous voyez derrière moi. La spiruline est produite ici de manière artisanale, suivant un modèle d'agriculture durable. La ferme fonctionne d'ailleurs à partir d'énergie renouvelable. 200 mètres carrés de bassin et je suis à peu près à 100 watts de consommation énergétique. Donc avec 4 panneaux solaires et je vais rajouter une petite éolienne, je suis autonome complètement pour ma production. Une production qui demande de la chaleur, l'algue se développe dans une eau à 37 degrés. En France, la plupart des exploitations se situent dans le sud et la production s'étale de mai à octobre. Donc en fait, c'est saisonnier, ça a lieu durant la saison d'été. Et la récolte est journalière, c'est-à-dire que la spiruline, elle va se diviser par cycle entre 4 et 8 heures. Donc en général, je récolte le matin de bonne heure, je mets les nutriments. Elle a toute la journée pour se régénérer, si vous voulez, se refaire. Et le lendemain, j'en ai autant dans le bassin, donc je récolte. Après l'avoir récoltée par un système de filtrage, la spiruline est pressée puis extrudée pour former de longs spaghettis verts. Ils sont ensuite enfournés dans un séchoir solaire. Une fois que c'est sec, je récupère mes spaghettis, que je vais casser un petit peu pour obtenir les brindilles de spiruline. C'est mon produit fini que je mets en sachet, 200 grammes, qui sont prêts pour la vente. Donc voilà, dans la journée, c'est fait, quoi. Je récolte le matin, l'après-midi, c'est séché et le soir, c'est mis en sachet. Voilà. En France, 50 tonnes sont consommées chaque année, mais dans le monde et notamment en Afrique, la spiruline pourrait devenir un formidable complément alimentaire facile à produire,
pour lutter contre la malnutrition. Nous recevons Philippe Lefebvre, journaliste sur France Inter. Bonjour. Bonjour. Vous revenez d'Haïti. Alors, quelle est la situation sur place 3 mois après le tremblement de terre? 3 mois après, la situation est toujours aussi catastrophique puisqu'on ne peut pas déblayer toutes les maisons qui se sont effondrées le jour du séisme. Le président René Préval reconnaît lui-même qu'il faudra à peu près 10 ans pour déblayer la plupart des villes. Et pourtant, il y a des moyens. Il y a même des moyens des Nations Unies aujourd'hui pour tenter d'aider un petit peu la population. Mais très vite va se poser un problème, c'est que faire de cette population? On sait que dans Port-au-Prince, où il y avait 3 millions d'habitants, 500 000 personnes sont parties. Est-ce que ces personnes vont revenir ou pas? C'est toute la question aujourd'hui. Voilà l'idée de l'exode vers les campagnes qu'il y a pu y avoir, quelles peuvent être donc les conséquences éventuelles, notamment dans le milieu rural? Alors, il y a un problème immédiat, c'est qu'il y a un système, une tradition d'accueil en Haïti. Alors, beaucoup d'habitants de Port-au-Prince, de Léogane ou Jacmel, les 3 villes qui ont beaucoup souffert, sont partis. Alors, certains sont partis dans leur famille, d'autres ont pris des bus mis en place par le gouvernement sans savoir où allaient ces bus. Et ils sont retrouvés dans des villages. Et là, la tradition de l'accueil fait qu'on leur a donné à manger. On leur a donné à manger des légumes, les quelques poulets qu'il pouvait y avoir dans la ferme. Et puis très vite, les paysans de ces petits villages se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé les graines qu'ils devaient semer là dans les jours prochains, alors que débute la saison des pluies. Donc là, il y a un véritable problème, c'est qu'ils n'ont plus rien. Mais donc il y a cette lueur d'espoir qui pourrait provenir du potentiel agricole très important dans le pays. Donc là, l'urgence, c'est de fournir finalement les moyens de développer l'agriculture. Voilà, il y a 2 choses. Tout d'abord, effectivement, renforcer le potentiel qui existe parce qu'en Haïti, on fait du café, on fait du cacao, on fait de la mangue que les Américains adorent. D'ailleurs, ce sont les premiers clients d'Haïti pour les mangues. Donc ça, il faut le remettre un petit peu en place, réorganiser les coopératives. En ce moment, il y a des organisations non gouvernementales, y compris françaises, qui y travaillent. Et puis, il y a développer l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire faire pousser du maïs, des haricots, éventuellement des tomates, pour que les populations dans les villages aient de quoi manger. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on observe des choses très intéressantes. Dans les camps de réfugiés, les camps de déplacés, comme on dit là-bas, eh bien, dès qu'il y a un petit peu de terre cultivable, des ONG, comme Croz, par exemple, dans le sud du pays, plantent des pieds de tomates, du chou, des haricots. Et très vite, parce qu'on est sous les tropiques et que ça pousse un petit peu plus vite et qu'on peut avoir plusieurs récoltes dans l'année, eh bien les gens vont avoir à manger des productions locales. Et c'est ce qu'essaye aussi de faire maintenant le Programme alimentaire mondial, qui dans les semaines qui viennent va arrêter la distribution massive d'aide alimentaire. C'est de fournir au titre de l'aide alimentaire des productions locales, donc quelque part de relancer un petit peu l'économie agricole. Est-ce qu'il y a des manques encore criants? On parle des semences, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font défaut aujourd'hui? Tout fait défaut, mais je crois que pour développer l'agriculture, il y a une chose importante, c'est de créer des maisons, parce que les agriculteurs n'ont plus rien. On n'est pas dans les villes, dans le monde agricole. Là, on est dans des villages, au milieu des bananiers, des manguiers, et souvent les maisons, c'est un petit peu comme les maisons des 3 petits cochons, elles se sont effondrées au premier tremblement de terre, parce qu'il y a eu plusieurs répliques ensuite. Et là, il faut reconstruire avant tout pour fixer la population et lui donner les moyens de travailler, il faut la loger. Et loger, c'est construire des maisons. Construire des maisons, c'est pas très cher. Une maison pour une famille, c'est 4 000 € à peu près. Le tout, c'est de trouver les 4 000 € parce qu'il en faut plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de ces maisons. Parce que concrètement, en milieu rural, les gens, c'est encore du provisoire, quoi, bien évidemment. Tous ceux qui se sont déplacés. Il y a des gens qui vivent sous des tentes, alors des tentes bleues ou des tentes beiges des Nations Unies, du PNUD. Enfin, c'est une précarité qu'on n'imagine pas. Et ceux qui n'ont pas pu aller jusque dans les villages s'installent dès qu'ils voient un terrain, surtout un terrain où il n'y a pas de construction autour, parce qu'il y a une vraie peur actuellement du béton. Dès qu'il y a un bout de terrain, ils s'installent, ils posent une toile. Et j'ai vu une scène tout à fait étonnante à la sortie de Port-au-Prince, au milieu d'une route qui est une des seules routes à peu près utilisables dans le pays, qui est une sorte de 2 fois 2 voies, on va dire. Au milieu, il y avait des arbres. C'était une décoration qui avait été financée par Taïwan. Eh bien, on a arraché les arbres et on construit des bidonvilles au milieu de ce qui est la seule véritable autoroute de Port-au-Prince. Donc, vous voyez, une grande précarité. Alors, on essaye aujourd'hui de dire qu'on va peut-être regrouper les populations dans certaines villes, plutôt à la campagne, dans des immenses camps. Mais là, ça risque de poser d'autres problèmes. Et puis, il y aura des problèmes sanitaires également, parce que qui dit saison des pluies, dit risque d'épidémie, et on pense notamment au choléra. Et tout ça dans un climat politique assez instable et avec des violences aussi. Ah ben oui, parce qu'il y a 4000 prisonniers, et souvent des prisonniers très dangereux, qui se sont retrouvés dans la nature quand la prison de Port-au-Prince a elle-même été totalement détruite. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les policiers ont le droit de tirer à vue s'ils soupçonnent d'avoir en face d'eux quelqu'un qui fait partie de ces 4000 prisonniers. Et j'ai discuté avec des gendarmes français qui travaillaient pour le compte des Nations Unies à Haïti, à Port-au-Prince notamment, qui étaient chargés de la sécurisation de la capitale. Ils n'en pouvaient plus parce que c'est un climat totalement tendu, avec des gens qui ont des armes. Et puis le problème, effectivement, vous le disiez, situation politique
à reconstruire. Là également, on pensait qu'il devait y avoir des élections législatives, puis des élections présidentielles pour organiser la succession de René Préval, qui ne pourra pas se représenter. Eh bien là, pour le moment, on ne sait pas si ces élections auront lieu. On pense qu'il y aura plutôt un gouvernement intérimaire ou un conseil intérimaire avec les Nations Unies pour tenter de trouver une transition pacifique avant des élections, mais pas avant un an. Un mot sur la position de la France, peut-être, aujourd'hui? La position de la France est très présente en Haïti à travers des organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières, comme Handicap International, mais également en matière agricole. Et là, ils font un travail énorme sur le terrain. AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, c'est eux qui reconstruisent notamment des maisons et qui aident les agriculteurs. Et puis il y a aussi la gendarmerie qui est là et des organisations qui aident des petites structures locales. C'est le cas notamment de la fondation de l'épouse d'un ancien ministre de la Culture, en l'occurrence Michel Barnier. Merci beaucoup Philippe Lefebvre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.demain.fr et www.tvagri.info. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. C'était votre journal télévisé de l'agriculture avec BASF Agro.